Donc, chapitre 2, description statistique des systèmes physiques. Finalement, c'est là qu'on va commencer vraiment à faire de la physique statistique en utilisant ce qu'on a appris des statistiques. Donc, chapitre 2. Bon, puis on va utiliser Moodle tantôt là, pour des démonstrations. Donc, on est rendu au cours numéro 8. Alors, si vous avez Moodle ouvert, là, ça serait utile parce qu'on va voir des vidéos tantôt. Alors, on commence avec la section 1. Alors, je vais utiliser cette notation-là. Je vais arrêter de répéter chapitre 2. Ça, c'est la section 1. Alors, description. Statistique des systèmes physiques. Et postulat de base. Bon, tout d'abord, un aperçu de l'ensemble du chapitre 2. Donc, dans le chapitre 2, ben, on va faire comme on a fait en statistique, c'est-à-dire qu'il va y avoir, on va parler de comment est-ce qu'on décrit notre état. Par exemple, on avait la position de chacun des dés. Et puis, dans quel ensemble on travaille. Ça va nous permettre de faire un postulat de probabilité a priori, donc, comme on a fait avec le jeu de dés ou la marche aléatoire. Puis, à partir de ça, on va pouvoir ensuite décrire qu'est-ce qu'on veut dire par équilibre thermodynamique. Qu'est-ce qu'on veut dire par un système à l'équilibre? C'est ça qu'on va étudier, ça va être des systèmes à l'équilibre. Et puis, une fois qu'on va avoir défini ça, donc qu'est-ce que c'est un système à l'équilibre, quelles sont les probabilités a priori, on va pouvoir se mettre à calculer des quantités moyennes. Puis, on va parler des interactions entre les systèmes, donc les interactions de type thermique, les interactions de type mécanique. Ça va être les deux grands types d'interactions entre les systèmes qu'on va considérer. Puis, on va expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par une interaction thermique, une interaction mécanique. On va parler un peu aussi d'irréversibilité. Puis, à la fin, vous allez pouvoir faire des problèmes comme par exemple, si je vous dis que l'énergie totale d'un système de spin a une telle valeur, quelle est la probabilité que le moment magnétique ait telle valeur? Quelle est la probabilité qu'il y ait des fluctuations autour de ces valeurs-là? Et puis, on va commencer à parler aussi du gaz parfait, qui va être un de nos exemples. Il va y avoir d'autres notions aussi qui vont être reliées à ce qu'on appelle la longueur de corrélation, dont on va parler bientôt. Donc, voilà, c'est à peu près ça qu'on va voir dans ce chapitre-là, qui devrait durer 7 semaines. Peut-être que ça va déborder un petit peu sur la semaine prochaine, mais en gros, ça va être 7 semaines. Ça va? Donc, voilà, description statistique des systèmes physiques. Alors, on commence par la section 1, la sous-section 1, donc c'est comme 2.1.1, si vous regardez dans les notes. Alors, justement, on y va ici avec la description statistique. Donc, il faut d'abord, comme dans le jeu de dés, décrire comment est-ce qu'on décrit un état du système. Par exemple, dans le cas des dés, ben, on dit le premier dé a une valeur 3, puis le deuxième dé a une valeur 5. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'état microscopique. Et puis, ensuite, il y a l'état macroscopique. Donc, l'état macroscopique, l'analogue de ça, pour les dés. Donc, tout ce qu'ici, il y a mi, puis il y a ma, c'est tout, la seule différence. C'est que pour les dés, on demande, par exemple, est-ce que la somme des dés est égale à 18? Ça va être l'analogue de l'état macroscopique. Ensuite, on a l'ensemble.
pour les dés, si je lance 2 dés au hasard, puis je demande la probabilité que la somme des dés soit égale à 7, ce n'est pas la même chose que de lancer 2 dés, puis de demander si la somme est égale à 7, quelle est la probabilité qu'il y ait un des dés qui a un 4? Vous voyez? Donc, il faut qu'on parle de l'ensemble qu'on décrit, et puis justement qu'on fasse un postulat sur les probabilités a priori. Alors, les probabilités a priori, c'est dans le cas des dés, ben, on disait que chaque dé avait une chance, chaque face avait une chance égale de valoir, d'apparaître. Donc, chaque face avait une probabilité 1/6. D'accord? Donc, allons-y pour la description. Donc, il y a le cas quantique. Comment est-ce qu'on décrit l'état microscopique pour un système quantique? Ben, un exemple de système quantique, hein, ça va être simple, ça va être ce qui est plus proche des dés, ça va être des spins qui peuvent être par en haut ou par en bas. Ils ont juste deux possibilités. D'accord? Donc ici, je décris l'état microscopique de mon système parce que j'ai dit c'est up, up, down, down. De la même façon que j'avais des marches aléatoires où les pas étaient faits dans un ordre différent. Alors ici, j'ai down, up, down. Mais ça, c'est un autre état microscopique, vous voyez, parce que les spins ne sont pas dans la même direction. Donc, ça serait, disons, dans les notes, c'est l'exemple 3. Ici, je vais prendre l'exemple 1. L'exemple 2, ça serait un oscillateur harmonique. Donc, un oscillateur harmonique, comme un atome, un oscillateur harmonique quantique, ça a des niveaux d'énergie. Donc, l'énergie d'un oscillateur harmonique quantique, c'est un entier, n c'est un entier, plus une demi, fois la constante de Planck, h bar, fois la fréquence angulaire. Donc, 2 pi nu, où nu est la fréquence. Alors, décrire l'état de cet oscillateur harmonique-là, c'est donner la valeur de n. Donc, si j'ai plusieurs oscillateurs harmoniques, je vais dessiner ça comme ça. Si j'ai plusieurs oscillateurs harmoniques, bien, lui, il peut être dans l'état n égale 0, lui, il peut être dans l'état n égale 1, etc. D'accord? Donc, spécifier l'état, c'est de spécifier la valeur de n pour chacun des oscillateurs harmoniques. Maintenant, bon, là, je ne sais pas, au cégep, il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont en chimie, surtout, vu les notions d'orbital dans les atomes. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que... Oui, non? Oui, oui, oui. Donc, comment est-ce qu'on spécifie l'état des électrons dans un atome? Mettons l'atome d'hydrogène. Une probabilité de se trouver dans une certaine région. Oui, mais pour dire, on dit par exemple que l'électron est dans l'état avec un nombre quantique principal n égale 1, par exemple. N peut prendre des valeurs 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. Ensuite, on dit, ben, il est dans quel est son moment orbital? Donc, le moment orbital L, ici, il peut être égal à 1, par exemple. Ensuite, quelle est la projection du moment orbital selon l'axe Z? Donc, LZ peut prendre des valeurs moins 1, 0, 1. Ensuite, on définit quelle est la valeur de la grandeur du spin. Donc, spin égale une demi. Puis ensuite, SZ peut prendre des valeurs plus ou moins une demi. Donc, spécifier tous ces nombres, ce qu'on appelle des nombres quantiques. Donc, si je dis que je suis dans l'état n égale 1, L égale 1, LZ égale moins 1, par exemple, S égale une demi, SZ égale moins une demi, ça spécifie l'état de l'atome. D'accord?
Et puis, donc, avec ça, je peux construire la fonction d'onde de ça. Donc, la fonction d'onde de psi, où la probabilité va être donnée par le carré de ça. Bon, ici, j'ai juste un électron, donc je vais probabilité, donc, selon le Q ici, ça va être la position. Mais ici, j'ai juste un électron, mais on peut imaginer qu'on a plusieurs électrons. À ce moment-là, on a, donc, disons, n électrons. Eh bien, ça, dans la notation de Dirac, que vous n'avez pas encore vu, mais c'est pas grave, c'est pas important, là, les détails ici. Donc, j'ai Q pour la particule dans la direction X pour la particule 1, Q pour la particule dans la direction Y pour la particule 1, etc. Puis ici, j'ai les nombres quantiques, donc N, L, etc. Donc, ça, c'est la projection de l'état sur la base des positions. OK, encore une fois, je sais que vous ne l'avez pas vu en mécanique quantique. Ce qui est important, c'est juste qu'en mécanique quantique, c'est comme le jeu de dés, finalement. On a des états, puis on peut juste donner des chiffres. On peut compter facilement. C'est pour ça que la mécanique statistique marche, finalement. Puis c'est pour ça que les gens ont eu tellement de difficultés avec la mécanique statistique quand ils faisaient juste la physique classique. Parce qu'en physique classique, c'est pas mal plus difficile de compter. Comment est-ce qu'on spécifie l'état d'un système dans le cas classique? Je vais juste regarder une affaire, ce sera pas long. Donc, dans le système, dans un cas classique, ben, prenons une particule qui se déplace à une dimension. Comment est-ce que je peux spécifier son état? Je peux donner sa position, que je vais appeler Q ici, ça n'a rien à voir avec la probabilité dont je parlais tantôt, mais dans le cours de mécanique classique avancée, c'est une coordonnée généralisée, puis on utilise la plupart du temps Q. Puis, il y a le moment qu'on appelle le moment conjugué, qui est la quantité de mouvement. Puis, en mécanique classique, vous allez voir que ces deux quantités-là sont reliées à travers une quantité qui s'appelle le Lagrangien. Peu importe, si je spécifie quantité de mouvement, puis position, je connais la masse, c'est comme spécifier vitesse et position. Et puis, à ce moment-là, j'ai juste à étudier les équations de Newton, puis je peux trouver ce qui va se passer dans l'avenir. D'accord? Alors, ici, si j'ai cette particule à une dimension, puis je fais un graphique donc de P et Q, comment est-ce que je spécifie son état? Bien, je mets un point ici. D'accord? Maintenant, supposons que j'ai une particule qui se déplace à deux dimensions. Cet espace-là ici, ce qu'on appelle l'espace des phases, va avoir combien de dimensions? Suggestion de réponse? Est-ce qu'on considère genre les dimensions de Q ou Oui, on dit que oui. c'est deux Oui, dimensions? oui. C'est ça, il y a deux dimensions de Q, puis ça peut prendre deux dimensions de P. Donc, quand ça se déplace en deux dimensions, l'espace des phases a quatre dimensions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Hein, parce qu'il y a Q, mettons X, QY, ça fait deux dimensions, PX, PY. Bon, puis là, vous voyez le problème qu'on a. On a N particules. Donc, pour spécifier les coordonnées, ça me prend 3N dimensions. Puis pour spécifier les quantités de mouvement, ça m'en prend 3N. Donc, pour décrire la position d'un système classique, aussi simple qu'une particule qui se déplace, il faut que je me place dans un espace à 6N dimensions. Un peu embêtant. Maintenant, vous voyez, si je spécifie l'énergie de cet oscillateur-là, l'énergie, c'est 1/2 P carré sur M plus 1/2 K Q carré. Ça décrit une ellipse dans l'espace des phases. Donc là, par exemple, vous voyez ici, si je spécifie que j'ai toujours deux spin-up puis deux spin-down, c'est facile de regarder toutes les combinaisons puis de les compter. Ici, si je vous dis, bon, les oscillateurs harmoniques ils ont une certaine énergie, combien d'états ça correspond?
En partant, il y en a une infinité parce que c'est continu. Comment est-ce que la mécanique quantique nous sauve? Hein? Parce que vous allez voir que même pour le gaz parfait classique, on peut voir les effets de la mécanique quantique à travers exactement ce que je vais vous dire là. C'est qu'en mécanique quantique, il y a une incertitude entre P et Q. Il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu, d'autres qui ne l'ont pas vu, mais ce qu'on sait, c'est que l'incertitude sur la position, l'incertitude sur la quantité de mouvement, le produit des deux est plus grand que la constante de Planck. Donc, autrement dit, ça c'est un état, ça c'est un autre état, ça c'est un autre état. Donc, si je vous dis par exemple que la particule, elle se déplace dans une certaine partie de l'espace des phases, je connais l'énergie, mais pas parfaitement. Donc, ici, j'ai deux ellipses une dans l'autre. Mais là, vous pouvez les compter, les états. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si je vous demande la probabilité, par exemple, si je vous dis que la particule peut être n'importe où ici, puis je vous demande la probabilité qu'elle soit juste ici, dans ce coin-là, vous avez juste à regarder le rapport entre le nombre d'états ici et le nombre d'états total. Donc, c'est la mécanique classique qui a l'air le moins naturelle, finalement. On est obligé de réintroduire la mécanique quantique pour que tout ait un sens. On va voir plus tard que si on ne fait pas ça, on a des notions un peu bizarres, comme la notion d'entropie dont on va parler, puis on va prouver que c'est toujours positif. Puis si on ne fait pas ça, bien, des fois, ça va être négatif. Puis en fait, on va voir que quand ça devient négatif, c'est que les effets quantiques sont vachement importants. On ne peut plus rester dans cette description-là. C'est bon? OK. Donc, là maintenant, donc on a décrit comme nos dés, hein, où est-ce que c'est qu'on place nos dés. Maintenant, l'autre état dont il faut parler, c'est l'état macroscopique. Donc, qu'est-ce que c'est l'état macroscopique? Bien, ça, c'est pas vraiment très compliqué. Ici, par exemple, si on suppose que les spins sont associés à une certaine aimantation, vous voyez que l'aimantation totale ici est égale à 0. Fait que ça va être mon état macroscopique. L'aimantation totale, par exemple. C'est l'analogue des dés quand on demandait la probabilité d'avoir un certain total. Donc, l'état macroscopique, il est caractérisé par des quantités comme les suivantes. Donc, pour un état macroscopique, je peux vous donner, par exemple, l'énergie totale, la quantité de mouvement total, le moment cinétique total, d'accord, c'est une autre variable macroscopique. Mais aussi, il y a des contraintes, comme par exemple, il faut que le système soit d'intérieur d'un certain volume. D'accord? Et puis, ça se peut que j'ai des champs qui soient appliqués. Ça se peut que j'ai un champ magnétique, par exemple, qui soit appliqué. Ou ça se peut que j'ai un champ électrique qui soit appliqué. Ou un champ gravitationnel. D'accord? Donc, en résumé, l'état macroscopique, puis la raison, vous voyez, presque tout ce qu'on a vu en statistique, hein, l'état macroscopique, même s'il y a plein d'états microscopiques, puis que ça a l'air très difficile de prédire ce qui va arriver, si je me concentre sur les états macroscopiques, bien là, je suis dans la limite où les statistiques gaussiennes s'appliquent, puis les choses vont être bien définies. Donc, ici, c'est
quantité conservée en mécanique. Ça, c'est des contraintes. Puis, ce qui reste ici, c'est des champs. Des champs externes. Alors, vous voyez, là, déjà, on sait comment ça va marcher. Comme dans le cas des dés, là, de tout ce qu'on a fait en statistique, je peux spécifier des états microscopiques. Je vais donner des probabilités pour ces états microscopiques. Puis, on va en déduire les probabilités pour les états macroscopiques qui vont être caractérisés par des choses comme ça. Puis, vous voyez, ça, tout ça, vous le connaissez. Ça c'est toute la mécanique ici. Alors, l'aspect statistique va venir plus tard. Vous voyez que je n'ai pas parlé encore. Je n'ai pas parlé de température, je n'ai pas parlé de pression, je n'ai pas parlé de potentiel chimique. Ça serait une autre façon de décrire un état macroscopique, mais ici, ça serait superflu si je connais ces quantités-là. Mais on va voir dans le cours plus tard, au chapitre 6, 7, qu'effectivement, plutôt que de spécifier l'énergie de mon système, je pourrais spécifier la température. Mais pour le moment, on ne sait pas encore c'est quoi la température, donc on n'en parlera pas. On va faire toute cette première partie d'un ensemble qu'on va appeler l'ensemble microcanonique, qui est basé sur des choses qu'on connaît très, très bien. Juste avant de vous envoyer voir le petit vidéo, je vais juste vous parler de vous dire que, par exemple, si j'ai un gros système comme ça, son énergie ici, c'est E0 moins E, puis ça ici, j'ai l'énergie E, ça reste aussi un état macroscopique, hein, dans le sens où j'ai spécifié l'énergie totale dans un gros système ici, puis l'énergie totale dans un autre gros système ici. Donc, du moment qu'on parle de grandes distances, on est dans des états, on est en train de décrire des systèmes macroscopiques. Et mon Dieu que ça va vite. OK. Donc, la vidéo, vous allez regarder une vidéo ici qui va vous donner des exemples, un exemple d'état microscopique, puis des états macroscopiques. Puis ça, c'est tout un système de spin comme celui-là ici. Alors, quand le spin est en haut, ça va être représenté par, disons, un carré blanc. Puis quand le spin est par en bas, ça va être représenté par un carré noir. Puis dans l'exemple que je vais vous donner, ce qui est spécifié, ce n'est pas l'énergie totale, c'est la température. Mais encore une fois, vous allez voir un petit peu plus tard comment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre. Alors, pour le moment, vous n'avez pas à vous préoccuper trop de la température, mais juste à penser que quand je change la température, je change l'énergie totale du système. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on regarde la vidéo? C'est bon? Donc,